Faut-il supprimer les classements académiques? Sébastien Damart, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. J'aurais pu dire pourquoi il faut supprimer les classements académiques, puisque je crois que c'est ce que vous allez nous expliquer. Vous êtes professeur de management à l'université Paris-Dauphine, professeur des universités. Les revues académiques dans les communautés, c'est extrêmement important, enfin les classements des revues académiques, c'est extrêmement important. En management, il y a 3 classements qui comptent. Le classement CNRS, de la section économie-gestion, le classement FNEJ et le HCRES qui ensuite met une lettre qui est un arbitrage entre ces 2 classements. Et ces classements font débat. Voilà, on a eu sur ce plateau plusieurs collègues qui se sont exprimés même proposant des révoltes contre les classements. Alors, si on fait le point un peu sur cette question, et pourquoi vous proposez de les supprimer purement et simplement? Alors effectivement, moi je propose de les supprimer purement et simplement, parce que je vais développer maintenant une espèce de réquisitoire contre les classements de revues académiques. Les classements de revues académiques, d'ailleurs, il y en a en France et puis il y en a aussi à l'étranger. Il est assez frappant d'ailleurs de constater qu'assez souvent les classements ne disent pas les mêmes choses des revues académiques. Les critères ne sont pas les mêmes, les méthodes d'évaluation ne sont pas les mêmes. Ce qui est un premier point qui évidemment questionne pourquoi est-ce que les classements produisent, les différentes institutions produisent des classements différents. Et ces classements sont utilisés par la communauté en sciences de gestion, ils sont utilisés à des fins très concrètes et très précises. D'une certaine façon, ce sont des instruments de gestion, ces classements. Ils servent dans la gestion des carrières, dans l'évaluation des carrières, l'évaluation de la production scientifique des chercheurs. Ces classements, ils servent aussi à l'évaluation des institutions. Et finalement, donc, si on les considère comme des instruments de gestion, ces classements, on peut se poser la question que s'était posé Michel Berry il y a maintenant une grosse trentaine d'années de ça, sur les effets de ces technologies invisibles qu'on appelle les instruments de gestion. Alors justement, c'est un premier point qui moi, me paraît important sur la question de ces classements, c'est que ce sont véritablement des technologies invisibles. J'ai repris les différents points de Michel Berry dans le papier de 1983 qu'on connaît tous très bien sur la question des technologies invisibles. Il y a 5 points qu'il cite comme étant des points clés dans la compréhension de ce que sont les effets des instruments de gestion. Il y a la réduction de la complexité, il y a la mise en place d'automatismes de décision, il y a la division de la vigilance, il y a la régulation des rapports sociaux et il y a le maintien d'une certaine cohérence dans les communautés. En fait, c'est assez frappant de reprendre ces différents points et de voir ce que ça donne sur nos classements. Je reprends le premier point, la réduction de la complexité. Michel Berry écrit lui-même « L'urgence des choix pousse aux outils simples, aux idées simples, aux critères de jugement expéditifs ». On peut faire évidemment le parallèle avec la question de l'expéditif dans la façon dont se déroulent les comités de sélection, par exemple, et dans la façon dont sont évalués effectivement les dossiers de produisants de nos collègues. Je rebondis, ça veut dire que typiquement, un collègue qui appuie dans une revue de rang 2, par exemple, sachant que 1, c'est le meilleur, ou 1G, c'est le meilleur niveau, mécaniquement, ça rapporte un nombre de points, et donc il n'y a plus qu'à faire des additions, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça dispense du coup, d'une certaine façon, d'un jugement plus en profondeur, d'un jugement qui, par exemple, inviterait à lire les papiers, par exemple. Je ne suis pas en train de prétendre que nos collègues ne lisent pas les papiers, mais reconnaissons quand même que quand on reçoit 75 dossiers dans un comité de sélection, il est parfois peu évident, effectivement, d'aller tous les lire, ces papiers. Le deuxième point, sur la mise en place d'automatismes de décision, prenons un exemple très simple, l'inscription en HDR dans un certain nombre de nos universités prestigieuses. Habilitation à diriger des recherches. Habilitation à diriger des recherches. En fait, cette inscription n'est possible que si certains seuils sont explicitement atteints en termes de nombre de papiers produits et publiés dans des revues de rang 2, par exemple. Et on est tout à fait là dans la mise en place d'automatismes de décision, qui du coup dispensent là encore de jugements un peu plus profonds. Le troisième point, l'absence de vision globale du métier d'enseignant-chercheur. La division de la vigilance, c'est ça. En fait, lorsqu'on met en place des critères à travers ces instruments de gestion, en fait, on divise la vigilance par sphère. Et en fait, par exemple, pour le métier d'enseignant-chercheur, la question de la globalité de son activité, à savoir l'articulation entre ses activités de recherche, ses activités de responsabilité collective, ses activités pédagogiques, cette cohérence-là, elle disparaît d'une certaine façon parce qu'on morcelle en quelque sorte son la recherche, et son l'administratif, il y a l'enseignement.
Et l'autre point, le dernier point, la question de la régulation des rapports sociaux. Là, pour le coup, il faut juste voir ce qui se passe au moment où sont publiés les classements par la FNEJ, par la CNRS. C'est en général un moment d'empoigne assez intéressant, un peu intriguant pour celui qui est un peu extérieur à tout ça. Les petites négociations qui ont lieu avant, les rapports de force qui se jouent entre différentes revues. Je te donne un rang 2, mais c'est bizarre, moi j'ai qu'un rang 3, et pourtant si on se compare, on n'est pas tout à fait différent. Et donc, effectivement, là, pour le coup, on va tout à fait dans le sens de Michel Berry. Oui, effectivement, ces technologies invisibles-là, elles sont des outils de régulation des rapports sociaux d'une certaine façon. Ça, c'est le premier point. De manière violente. De façon parfois extrêmement violente au titre institutionnel et parfois de façon violente également à titre individuel au niveau des enseignants-chercheurs. Il y a un autre point que l'on peut développer ici, c'est la question de l'inconnu. En fait, les classements rendent non désirable l'inconnu. Le modèle, en fait, il est valorisé il valorise plutôt un système finalement où on donne assez peu de place à la créativité et à l'innovation en termes de valorisation de la recherche. On exploite les recettes de publication. Oui, on exploite les recherches de publication. Je ne redéveloppe pas l'argument qui consiste à penser qu'effectivement ça standardise d'une certaine façon la production scientifique. En fait, moi j'insisterais plutôt sur le fait que les formats innovants dans la valorisation de la recherche, ces formats innovants-là, finalement, qui mettent du temps à trouver leur place, on sait pourquoi est-ce qu'ils mettent du temps à trouver leur place. Parce qu'en fait, les classements tardent à accorder finalement à ces revues-là une visibilité qui va bien. La plupart des classements s'appuient notamment, pas uniquement, et puis j'insiste bien sur le fait que je ne suis pas en train de parler du travail fait par les collègues qui travaillent sur ces classements-là, qui est un travail qu'ils pensent rigoureux et tout à fait honnête. Mais en fait, étant donné que les formats innovants peinent à trouver de la place, ils peinent à trouver de la visibilité, et du coup, ils ne sont pas scorés comme étant des revues, des travaux dans des revues à impact, et finalement, les impact factors sont faibles très longtemps, et finalement, ces revues-là n'entrent pas du coup dans les classements, peinent à attirer les bons articles, et comme ils peinent à attirer les bons articles, peinent à augmenter leurs facteurs d'impact, etc. etc. Et c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que l'émergence, elle est mal servie par les classements de revues académiques. Il y a certes des classements qui laissent une place à une espèce de classement à côté sur les revues émergentes, mais globalement, les formats innovants sont peu valorisés, et puis même les champs émergents sont également peu valorisés. Deux exemples très simples. Aucune revue académique n'est consacrée à l'innovation sociale dans les trois classements qu'on a évoqués, que vous évoquiez tout à l'heure. Très peu de revues académiques sont consacrées à l'histoire des idées en management. Il y a des revues en histoire de l'entreprise, mais très peu en histoire des idées en management, par exemple. Ça pose question. Et puis mon dernier point, c'est le fait que ces classements sont fondés sur une hypothèse qui est que l'on préfère l'exactement faux à l'approximativement vrai. En fait, alors il ne faut pas caricaturer, évidemment, les décisions des comités d'élaboration des classements font l'objet de travaux qui ne sont pas entièrement mécaniques. Et là encore, je tiens à dire qu'effectivement, les travaux réalisés par les élaborateurs, les designers de ces classements sont des travaux probablement sérieux. C'est juste que le recours aux métriques d'impact, en fait, révèle une absence totale de lucidité sur ce qu'est l'impact qu'il faut effectivement valoriser. Les sciences de gestion sont des sciences de l'action. On peut reprendre une interview qui a été faite, je crois, d'Armand Hatchell, il n'y a pas très longtemps, ici sur ce plateau. Et si les sciences de gestion sont des sciences de l'action, alors ça veut dire que mesurer l'impact d'une recherche en sciences de gestion, c'est finalement nécessairement mesurer l'impact en termes de variation de trajectoire de ceux qui, effectivement, sont générateurs d'action. Les managers, les praticiens, les hommes d'entreprise, les gens d'organisation à qui on s'adresse, etc. Un score d'impact, ça fait tout sauf ça. Enfin, l'impact factor, ou appelons ça comme on veut pour les revues académiques, ça fait tout sauf ça. Ça mesure de l'impact dans une version strictement endogène. Tu me cites, les académiques se citent entre eux. C'est un ghetto académique. Entre eux, exactement. Et du coup, c'est gênant dans le sens où, effectivement, on n'est pas dans la science de l'action lorsque l'on fait ça.
Par ailleurs, une petite combine, si vous voulez être sûr d'augmenter votre H-index ou l'impact factor d'une revue, il faut publier en méthodologie, par exemple. Vous êtes sûr d'être énormément cité, parce que toutes les revues exigent que vous fassiez un développement sur la méthodologie que vous utilisez, etc. Et donc, regardez par exemple le H-index de Yin, le fameux Yin que l'on cite lorsque l'on parlait d'études de cas dans un papier de recherche. Donc ça veut dire qu'en mesurant exactement l'impact, on mesure l'exactement faux. Et on néglige l'approximativement vrai. Effectivement, mesurer l'impact dans les pratiques de management, par exemple, d'un papier de recherche, c'est compliqué, c'est complexe. Ça nécessite, c'est une affaire probablement de forte contingence. Ça dépend de plein d'autres choses que le papier en question. Et effectivement, c'est plus compliqué de mesurer l'approximativement vrai. Mais par bonheur, ça a plus de sens. Alors, du coup, voilà, mon petit réquisitoire, je ne voudrais pas terminer mon petit réquisitoire sans une note un peu d'optimisme ou une note un petit peu sur ce que pourrait être un futur désirable. Ce que j'allais dire, je vous proposais de les supprimer purement et simplement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait si on les supprime? D'abord, il est possible de défendre l'idée de l'existence d'un périmètre de revue. Il n'y aurait pas de classement, il y a juste un périmètre qu'on considère être des revues comme étant celles qui satisfont un certain nombre de canons éthiques de la recherche. Parce que l'éthique de la recherche, ça compte. C'est probablement d'ailleurs quelque chose qui est peut-être un peu gommé dans la question des classements. Et donc probablement qu'il y a quelque chose à avoir autour de ce serait quoi le périmètre de ces revues qui respectent une certaine forme d'éthique de la recherche. Ça, c'est un premier point qui militerait pour une pseudo-disparition des classements actuels dans leur forme actuelle. L'autre point, ce serait de dire que allons voir comment les autres disciplines fonctionnent. Les mathématiques, allons voir comment fonctionne l'histoire, allons voir comment fonctionnent toutes ces disciplines-là. On s'apercevrait qu'il n'y a pas de classement. La sociologie est assez éclairante. Quand vous discutez avec des collègues sociologues sur ce que c'est qu'un bon dossier académique, eh bien, vous constatez que la place qui est accordée au livre, par exemple, est assez fondamentale. Peut-être que la suppression des classements fera que l'on reviendra probablement un peu plus à cette forme d'écrit-là qu'est le livre, qui est un écrit long, qui laisse le temps au développement, qui laisse le temps à l'innovation dans la façon de présenter une recherche, qui laisse le temps en fait d'une recherche sérieuse. Et puis, je parlais tout à l'heure de la gestion des carrières, l'évaluation des carrières. Peut-être que là aussi, il y a une modalité innovante à trouver. Pourquoi pas des modalités de recrutement qui seraient des modalités plus longues, dispersées. Plus de comité de sélection, mais peut-être une évaluation dans différentes participations à différentes conférences, par exemple. On peut imaginer des formats beaucoup plus innovants et qui laissent encore une fois peut-être la place à une forme de retour au temps long, d'une certaine façon. Le classement académique, finalement, c'est peut-être ça son principal défaut. C'est qu'il casse la logique de temps long. Lire un article, ça prend du temps. Écrire et lire un livre, ça prend énormément de temps. Et c'est peut-être vers ça qu'il faut néanmoins tenter d'aller. On se souviendra que finalement, ces classements sont tous très récents. Voilà, puisque je crois que la première liste, ça doit être CNRS 2005 ou 2006 à peu près. Donc effectivement, on vivait avant 100, ce qui renforce votre proposition. Merci Sébastien Damart. Merci Jean-Philippe.